La disparition d'Émile Soleil, épisode 1. La une de l'actualité ce matin, la disparition d'un enfant de 2 ans et demi. Émile, disparu samedi au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Le parquet lance un appel à témoins. Tout le monde redoute l'accident ou l'enlèvement. Aucune hypothèse n'est privilégiée pour l'instant après la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents au Vernet, un hameau des Alpes de Haute-Provence, samedi. Vous la connaissez, cette image, j'en suis sûre. Celle d'un petit blondinet au regard plein de malice, un pissenlit derrière l'oreille. C'est la photo d'Émile Soleil, 2 ans et demi, qui a circulé au moment de sa disparition. Le visage d'Émile fait partie de ceux-là, ceux qu'on n'oublie pas. Pour cette nouvelle saison, je vous raconte l'histoire de sa disparition qui reste à ce jour une énigme. Et pour en parler, je recevrai dans le dernier épisode le journaliste grand reporter Ronan Folgoas qui travaille au Parisien. Aujourd'hui en France, c'est l'un des journalistes les mieux informés sur cette affaire. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Samedi 8 juillet 2023. Cet après-midi, le maire du village de Vernet, François Balic, monte dans les alpages. Il vient voir l'un des bergers du village qui a un problème. Une histoire de coupure d'eau dans sa cabane. C'est ça être maire en pleine montagne. Il faut savoir s'adapter à toutes les problématiques de ses administrés. Alors que le maire tente de régler les problèmes du berger, son adjoint, avec qui il est venu, a soudain son portable qui sonne. Ce sont les gendarmes. Ils viennent d'arriver au Vernet. Apparemment, un enfant a disparu. Ni une ni deux, les deux hommes remontent dans le 4x4 du maire et redescendent au plus vite au village. Pour sa coupure d'eau, le berger devra encore attendre un peu. L'enfant disparu est un très jeune garçon. Il s'appelle Émile Soleil. Il a 2 ans et demi. Ce n'est pas le premier gamin égaré dans le village, se dit le maire Balic. On n'est pas en ville ici, non. Au Vernet, les enfants jouent, courent, se cachent. On va bien finir par le retrouver, ce petit. Nous sommes en plein été et l'enfant a été déposé par ses parents. C'est courant, ça. Pendant les grandes vacances, Émile séjourne chez ses grands-parents, les Vedovini. Ce sont eux qui ont donné l'alerte. Il est 17h et le garçonnet jouait dans le jardin. Et puis, soudain, plus rien. Le maire les connaît bien, Philippe et Anne Vedovini. Déjà parce qu'il est maire de la commune depuis 50 ans, alors bien sûr il connaît tout le monde. Et puis, parce que le Vernet attire plein de gens l'été. Mais à l'année, ils ne sont que 145. Et le Haut-Vernet, la partie haute du village où Émile a disparu, c'est encore moins. Ils sont une dizaine d'habitants. Les Vedovini, c'est une grande famille, une famille très soudée. Certains disent même un clan. Alors, François Balic va faire une petite visite chez le grand-père. Où peut bien être son petit-fils ? Philippe Vedovini lui parle d'une cabane qu'Émile aime particulièrement. Le matin même, il est allé jouer là-bas. Personne ne l'a vu quitter la maison, mais peut-être qu'il y est retourné. Le maire voit très bien où se trouve cette maisonnette. Il salue le grand-père et file sur les lieux. Pour la première fois de la journée, Balic commence à s'inquiéter. Auprès de la bicoque dans laquelle les enfants du village jouent, il y a un précipice. Il ne faudrait pas que Émile soit tombé. François Balic inspecte le coin autour de la cabane. Il y passe des heures. Où est passé ce gosse ? Un accident avec un animal ? Très improbable. L'été, on monte les 350 bovins et le millier de moutons dans la montagne. Une noyade dans la rivière ? Impossible, il n'y a pas plus de 10 cm d'eau et elle est très froide. Les enfants du village lui préfèrent de loin la piscine. Balic fait comme les gendarmes. Tout en continuant de fouiller les abords de la cabane, il ferme des portes. Et ça dure comme ça jusqu'à la tombée de la nuit. Cette nuit-là, Balic ne trouve pas le sommeil. Il pense à son frère qui a été pédiatre et à sa fille qui est médecin généraliste à Paris. Il les a entendus plusieurs fois dire qu'il faut absolument retrouver les disparus en 48 heures. Surtout les enfants, parce qu'après, c'est souvent trop tard. Balic voit les heures défiler. Voilà 10 heures qu'Émile a disparu. 11 heures, une demi-journée. Depuis son lit, le maire du Vernet quadrille mentalement le territoire. Il le connaît comme sa poche. Les sillons de montagne, les coins à vipères,
les zones où l'on peut facilement se blesser. Quand il se lève après une nuit blanche, le maire n'est plus aussi optimiste que la veille. Si Émile est nulle part, alors peut-être qu'il y a eu l'intervention d'un tiers. Le lendemain, le dimanche, de nouveaux gendarmes arrivent en renfort. Les militaires demandent à François Balick de lancer un appel aux volontaires sur les réseaux sociaux de la mairie pour aider aux recherches. 97 hectares de bois, de chemins de montagne et de champs, ça ne va pas se fouiller tout seul. Très vite, une centaine de bénévoles débarquent en short et débardeurs. Pour beaucoup, c'est leurs vacances, mais évidemment pour le petit Émile, ils sont prêts à aider. Et ça fait maintenant 24 heures qu'Émile Soleil a disparu. Le département des Alpes de Haute-Provence vient d'être placé en vigilance canicule. Et au Vernet, on pense tous au petit garçon qui n'a rien bu ni rien mangé depuis la veille. 2 jours après la disparition du petit, dès 6 heures du matin, un hélicoptère survole la zone. À bord, un haut-parleur géant diffuse un message enregistré par la mère d'Émile. Elle demande à son fils de se montrer. La voix de la maman est douce et triste. C'est déchirant. Depuis la veille, il y a aussi la brigade cynophile, celle des chiens pisteurs, qui ratissent le territoire. Il y a notamment un chien, Saint-Hubert, réputé pour avoir le meilleur odorat du monde. Même si Émile Soleil est tombé dans un trou, le chien saura le localiser. Mais le Saint-Hubert, non plus, ne trouve rien. En fin de journée, un fourgon noir s'approche du Vernet, un van Peugeot Traveler. À son bord, l'équipe de télévision d'une grande chaîne nationale. Le véhicule traverse le petit pont qui sépare le village du reste du département. Et dans la camionnette, les portables se coupent immédiatement. Mince, plus de réseau. Voilà qui n'est pas pratique quand on est reporter. Une fois arrêtée, Maureen Bajac fait coulisser la portière. C'est la première fois que la journaliste met les pieds au Vernet. Elle ne le sait pas encore, mais ce ne sera pas la dernière fois. Et comme tout bon journaliste, Maureen prend quelques minutes pour observer le terrain. Le Vernet est un tout petit village. Il y a un bar-restaurant qui s'appelle sobrement le Bistrot. En face, une place sur laquelle les gens du coin ont l'habitude de jouer à la pétanque. Et une rue, une seule rue, qui monte au Haut-Vernet, là où vivent les grands-parents d'Émile. Maureen est une femme très enthousiaste. Et vu la configuration des lieux et les moyens qui sont mis en œuvre, elle ne voit pas comment un petit garçon pourrait disparaître longtemps. Bon, c'est pas le tout, elle a un 20h à préparer. Allez, au boulot. La journaliste et sa consoeur, derrière la caméra, commencent par tendre leur micro. Elles interviewent un maximum de monde. Il y a tellement de gens sur cette toute petite place. Les habitants, les randonneurs en bâton de marche, même les chasseurs des alentours côtoient les gendarmes qui mettent en place le dispositif. Il y a aussi les fonctionnaires de la mairie. Et les pompiers, bien sûr. Au total, ils sont 800 personnes qui se relaient pour tenter de retrouver ce petit garçon. Les seuls qu'on ne voit pas beaucoup, ce sont les parents et les grands-parents d'Émile. Enfin, sauf le père qui a un petit peu participé au battu. Mais aucun membre de la famille ne veut s'exprimer. Les journalistes ont été prévenus tout de suite. Pour le reste, tout le monde est au Vernet. Il n'y a sûrement jamais eu autant de personnes rassemblées ici en même temps. Et tout le monde semble content d'être là et de pouvoir aider. Mais l'ambiance va brusquement changer. Mardi 11 juillet 2023, 7h du matin, 62 heures après la disparition d'Émile. L'équipe de reportage de Maureen Bajac a passé la nuit dans un gîte à quelques kilomètres du village. Au petit matin, le traveleur noir de l'équipe de télévision reprend la même route, traverse le même petit pont. Sur les portables des reporters, le réseau téléphonique se coupe au même endroit. Mais au Vernet, l'ambiance n'est plus du tout la même que la veille. Devant le bistrot, Maureen a un drôle de sentiment. L'esprit collectif et énergique semble avoir complètement disparu. Face à elle, les gendarmes ont installé un barrage. Les battus sont définitivement arrêtés. Les uniformes qui circulaient librement au milieu des bénévoles la veille vérifient à présent chaque pièce d'identité. Le Vernet est désormais interdit à toute personne extérieure. L'enquête se tend petit à petit. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans l'épisode 1 de l'affaire Émile Soleil, vous avez suivi les opérations pour retrouver le petit garçon.
infructueuse, malheureusement. Maintenant, les enquêteurs fouillent les maisons, les voitures, le lavoir, l'église, tous les bâtiments qui composent le Haut-Vernay. Et ils auditionnent aussi tous les habitants du hameau. Tiens, en parlant d'habitants, ils sont où, les grands-parents d'Émile ? Et ses parents ? Chers auditeurs, vous n'êtes pas les seuls à vous poser la question. Les journalistes aussi. Ils interrogent le procureur de Digne-des-Bains, Rémi Havon, pendant une conférence de presse. Soyez rassurés, leur dit le magistrat. Les parents, il va les voir régulièrement directement dans la maison du grand-père et de la grand-mère. Je les rencontrerai à nouveau tout à l'heure. Ils sont dans l'inquiétude, ils sont dans l'attente. Je les tiens informés, bien évidemment, du déroulement des investigations et ils attendent. Les parents d'Émile sont donc bien présents au village. Et dans les premiers temps, on a même aperçu son papa. Il s'est mêlé aux bénévoles pendant les recherches. Mais il n'a parlé à personne. Et les autres membres de la famille sont cloîtrés dans la maison des grands-parents. Le problème, dans ce genre d'histoire, c'est que moins la famille parle, et plus les rumeurs grossissent. Et disons que les Soleil Vedovini ne sont peut-être pas aussi banals que ne l'avait décrit monsieur le maire. Quelques jours après la disparition d'Émile, le barrage des gendarmes est levé. Les journalistes continuent de faire le pied de grue dans le village. Alors c'est vrai, il y a de moins en moins de nouvelles à raconter, mais personne ne veut risquer de quitter le terrain si jamais le petit était retrouvé. Un soir, il est environ 19h, l'équipe de télévision de Maureen s'apprête à quitter les lieux pour retourner au gîte. Ils montent à bord de leur van noire et vont faire demi-tour un peu plus haut. Et c'est là qu'elle les voit, la famille d'Émile, presque au complet. Ils sont une petite dizaine, tous à la file indienne. Devant, il y a des enfants, puis la grand-mère, le grand-père, le père, et enfin, tout derrière, la mère d'Émile, ses cheveux longs et ses yeux tristes. Elle pousse une poussette. Dedans, c'est la petite sœur d'Émile. Ensemble, ils forment une sorte de procession en direction de la petite église du hameau. Ça dure à peine 1 minute, mais ça suffit à ajouter au mystère. Qui sont-ils ? Maureen sent bien qu'elle n'a aucun accès à cette tribu, aucune clé pour les comprendre. Par la vitre, elle croise le regard de Colomban Soleil, le père. Ses yeux sont pleins d'hostilité. Le message est clair. Comme tous les journalistes, elle n'est pas la bienvenue ici. Alors, que sait-on de cette famille ? Eh bien, au début, pas grand-chose. D'abord, il y a les grands-parents, Anne et Philippe Vedovini. Cette maison du Haut-Vernay, c'est leur résidence secondaire. Ils y passent tous les étés. L'aînée de la fratrie des Vedovini s'appelle Marie Soleil. Elle a 25 ans. Elle a 9 frères et sœurs. Marie est mariée à Colomban, 26 ans. Ce sont eux, les parents d'Émile. Ils sont tous très croyants, parents comme grands-parents. C'est même le moins qu'on puisse dire. Depuis le temps que vous écoutez Homicide, vous le savez, les enquêteurs étudient inconditionnellement et toujours avec grand soin la piste familiale. Alors rapidement, ils découvrent que Colomban Soleil fait partie de Chrétienté Solidarité, une association montée par un ancien militant du Front National qui défend la France aux Français, une pratique religieuse traditionnaliste avec notamment la messe en latin. Le père de Colomban est d'ailleurs le trésorier de cette association. Et il y a autre chose. Le papa d'Émile a fait partie du Bastion Social, un groupuscule d'extrême droite dissous depuis par Christophe Castaner quand il était ministre de l'Intérieur. Colomban Soleil a même été jugé dans une affaire de violence contre un couple de Maghrébins en 2018. Le doute avait profité à l'accusé et il avait été relaxé. Bon, vous me direz, toutes ces histoires ne font pas des parents d'Émile des suspects pour autant. Les mois passent, l'automne pousse l'été, puis les montagnes qui entourent le Haut-Vernay s'enneigent à nouveau. Et toujours rien, Émile est introuvable. Côté enquête, ça bosse comme des fous, mais rien ne filtre. Dans cette histoire, les gendarmes sont des tombes. Et puis, en mars 2024, les juges saisis de l'affaire décident d'organiser une mise en situation. Alors une mise en situation, c'est comme une reconstitution, mais sans suspect, sans corps retrouvé et sans scénario. On ne sait pas grand-chose,
Mais on va essayer de tirer le vrai du faux des déclarations des différents protagonistes entendus. Au total, 17 personnes sont conviées. Les grands-parents maternels d'Émile et d'autres membres de la famille présents dans la maison le jour de la disparition. Ses parents, bien sûr, des voisins et 2 témoins qui disent avoir croisé l'enfant dans la rue vers 17h15 cet après-midi-là. Comme tous les reporters présents pour couvrir l'événement, Maureen passe la journée à attendre et à faire des duplex, frigorifiés sous son bonnet bleu ciel. À 19h45, plusieurs voitures descendent du Haut-Vernay. Elles passent les unes après les autres devant les caméras de télévision. Personne ne s'arrête, personne ne parle. Tous les protagonistes ignorent que, dans 2 jours, une découverte va faire basculer l'enquête. François Balic, le maire, adore la corrida. Il n'ignore pas les polémiques que suscite cette pratique, mais que voulez-vous ? C'est un homme du Sud. Ici, c'est la tradition. En bon aficionado, il se trouve donc à Arles ce dimanche après-midi. Nous sommes le 31 mars 2024. L'animal n'est pas encore arrivé dans l'arène. Tous les passionnés de tauromachie l'attendent. Sur l'écran de son mobile, le maire du Vernay voit s'afficher le numéro du préfet. Il décroche précipitamment. C'est Émile. Quelqu'un l'a retrouvé. Sadia, la soixantaine, est une femme très active. Ce qu'elle aime surtout, c'est la randonnée. C'est pratique quand on vit en montagne. Évidemment, depuis que ce petit Émile a disparu dans la région, elle y pense pendant ses balades. Sadia se dit tout bas, « Faudrait pas que tu trouves ce petit un jour où tu te promènes. Imagine si ça devait tomber sur toi. » Ce samedi-là, il faut le dire, le temps est pourri. C'est pluie et vent, le combo, pas très engageant. Mais Sadia décide de sortir quand même. Elle enroule ses chaussures dans des sacs plastiques pour se protéger du froid et en route. Elle ne marche même pas 2 km qu'elle le voit. Le petit crâne. Le tout petit crâne. C'est sûr, c'est lui, c'est Émile. Sadia s'accroupit, retire un des sacs plastiques qu'elle a au pied et enveloppe le crâne à l'intérieur. Il est si léger, il ne faudrait pas qu'il roule dans le sous-bois. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le maire Balic reprend immédiatement la direction du Vernay. Tant pis pour le taureau. La reporter Maureen Bajac, tout juste sortie de la douche, les cheveux encore mouillés, saute dans un taxi pour se rendre sur le plateau de télévision de sa chaîne. Tout le monde se précipite, mais le temps, lui, s'arrête. Émile Soleil, l'enfant perdu, est mort, dans des circonstances encore inconnues. Pour le moment, la découverte du crâne du petit garçon ne nous dit pas grand-chose. Il faut attendre les expertises ADN sur le crâne et aussi sur le t-shirt de l'enfant qui a été retrouvé quelques mètres plus loin par la même randonneuse. Accident ou homicide ? Pour l'heure, rien n'est écarté. Émile a tout à fait pu se perdre et mourir déshydraté à 1,7 km du village de ses grands-parents. Factuellement, ça se tient. Enfin, sans vouloir vous spoiler, ce n'est pas tout à fait l'hypothèse que vont privilégier les enquêteurs. Dans ce genre d'enquête, les expertises prennent un temps infini. Marie et Colomban Soleil doivent patienter jusqu'au 8 février 2025, 10 mois après la découverte des restes de leur petit garçon, plus d'1 an et demi après sa disparition, pour lui offrir une sépulture. Les obsèques ont lieu à la basilique Sainte-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. C'est un haut lieu de pèlerinage, puisque l'édifice est considéré comme le 3e tombeau de la chrétienté après le Saint-Sépulcre à Jérusalem et la basilique Saint-Pierre de Rome. La messe sera dite en latin, évidemment, et la cérémonie est ouverte à tous. Plusieurs centaines d'anonymes font le déplacement. Sur le parvis, il y a Philippe Vedovini, le grand-père. C'est lui qui accueille la famille et les paroissiens dans son impair marron. Un homme discret, mais plus pour longtemps. Le patriarche va bientôt faire parler de lui.
Quelques heures après les funérailles, les rédactions reçoivent une lettre surprenante. Les grands-parents d'Émile vont passer un communiqué de presse. Le temps du silence doit laisser place à celui de la vérité. Nous ne pouvons plus vivre sans réponse. Les moyens de justice ont été déployés, les expertises menées, et pourtant nous ignorons toujours ce qui est arrivé à Émile depuis sa disparition le 8 juillet 2023. 19 mois se sont donc écoulés, 19 mois sans la moindre certitude. Nous avons besoin de comprendre, besoin de savoir. Nous devons à Émile, à ses parents et à tous ceux qui l'aimaient, de ne pas abandonner tant que nous ne saurons pas. Émile est aujourd'hui auprès du Seigneur, mais ici, nous continuerons à chercher les réponses. Anne et Philippe Vévodini. Ces deux grands taiseux, depuis le début de l'affaire, auraient-ils pris des cours de communication ? C'est un peu étonnant, mais pourquoi pas après tout ? Les semaines passent. Le 13 mars 2025, cela fait plus de 19 mois qu'on n'a plus revu le petit Émile. Et l'enquête semble être au point mort. Toujours pas de retour des expertises et toujours aucun suspect. Tiens, mais que font-ils au Vernet, les gendarmes ? Ils ont beau être discrets, dans ce village comme ailleurs, quand il se passe quelque chose, on écarte le rideau et on regarde par sa fenêtre. Alors que voient-ils, les habitants ? Des enquêteurs devant l'église du hameau qui saisissent une grande jardinière de fleurs. Dans ce dossier, je vous l'ai déjà dit, personne ne dit rien, mais ça bosse dur. Une semaine plus tard, l'hebdomadaire Le Canard enchaîné publie dans son édition du 19 mars 2025 des révélations sur le grand-père. Et oui, derrière papy aimant et tenace, il y a un autre Philippe Védovini. Il y a frère Philippe. Je vous explique. En fait, les gendarmes s'intéressent depuis longtemps au profil du grand-père d'Émile. Dès le départ, ils ont découvert que le grand-père était cité dans un autre dossier judiciaire. Une affaire de violence sexuelle et de maltraitance dans un pensionnat religieux. Une sorte de Notre-Dame de Bétarame, mais dans le Pas-de-Calais. Il y a fort longtemps, au début des années 90, Philippe Védovini était surveillant à l'internat de la communauté traditionnaliste de la Sainte-Croix de Riaumont. Il se faisait appeler frère Philippe. Et il n'était pas le dernier, selon plusieurs pensionnaires, à filer quelques roustes. Attention, il n'est que témoin assisté dans ce dossier. Il n'est pas mis en examen. Mais il a tout de même reconnu devant la justice avoir déjà, à plusieurs reprises, mis des gifles aux gamins. Encore une fois, ça ne dit rien de son implication dans la disparition d'Émile, bien évidemment. Frère Philippe peut avoir eu la main leste à 26 ans et papy Védovini très bien s'occuper de son petit-fils à 59 ans. Mais les gendarmes prennent acte de ces découvertes. Une semaine après la publication de l'article du Canard, quelques hommes se regroupent devant un cosuma provençal. Nous sommes entre Aix-en-Provence et Aubagne, à la Bouilladis précisément. Il est 6h du matin. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille se préparent à intervenir. Direction les Bouches-du-Rhône, où ce matin, l'enquête s'est soudainement recentrée sur le cercle familial du petit Émile. Ses grands-parents et 2 oncles ou tantes maternelles ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Je vous suis avec ces mots, c'est de toute façon un tournant très important et effectivement capital dans cette affaire, puisque ce sont les premières gardes à vue pour les grands-parents, Philippe et Anne Védovini, et puis 2 de leurs enfants, donc ça c'est très important. Je vous rassure, le passé troublant du grand-père n'est pas suffisant pour une garde à vue. Non, pour priver 4 personnes de leur liberté, les grands-parents et 2 enfants majeurs du couple, pendant 24 voire 48 heures, il faut des billes. Et les enquêteurs pensent les avoir. Je vous ai parlé des longues expertises menées sur le crâne et le t-shirt retrouvé par Sadia, la randonneuse. Eh bien, les résultats ont fini par tomber. Ces révélations, c'est le journaliste police-justice du Parisien aujourd'hui en France, Ronan Folgoas, qui les sort avec 2 de ses collègues. Il sera d'ailleurs mon invité dans le prochain épisode. Alors les experts ont pu déduire 3 choses très importantes pour l'enquête. La première, quand Sadia retrouve le crâne d'Émile, ça ne fait que quelques jours ou quelques semaines qu'il est dans la nature, ce qui signifie qu'il a été déplacé par quelqu'un peu de temps avant d'être retrouvé.
La deuxième concerne le t-shirt. Aucune trace de décomposition humaine n'a été découverte sur ce t-shirt, ce qui signifie qu'Émile n'avait pas ce vêtement quand son corps s'est décomposé et que quelqu'un l'a déposé dans les sous-bois à côté du crâne. Enfin, une lésion compatible avec une intervention humaine a été découverte sur le crâne. En 2 mots, c'est scientifiquement impossible qu'Émile ait disparu tout seul et que sa mort soit uniquement le fruit d'un accident. Et maintenant qu'ils ont les grands-parents dans leur salle d'interrogatoire, les gendarmes espèrent bien découvrir toute la vérité. Mais que vont dire Anne et Philippe Vedovini ? Rendez-vous dans le dernier épisode de l'affaire Émile Soleil avec mon invité Ronan Folgoas, journaliste au Parisien Aujourd'hui en France, le reporter le mieux informé sur cette affaire. Le père Claude Gillot note quelques mots sur une feuille. Prévenir ma sœur Claudine, dire que je l'aime, l'amour seul compte, annoncer l'évangile. Et puis, il placarde la feuille de papier sur sa porte d'entrée à l'intérieur de son appartement. Voilà, maintenant, il est prêt à retourner auprès du Seigneur. Il a eu une belle vie, Claude. Il a baptisé Émile, le pauvre petit garçon qui a disparu. C'est ça qui a tout fait basculer. Avant le geste ultime, peut-être repense-t-il à Philippe Vedovini. Durant l'été 2023, le prêtre avait fourni une photo d'Émile et de ses parents à un journaliste et ça avait mis le grand-père dans une colère noire. Tellement noire qu'il avait réussi à faire virer Claude de son église. Et depuis, ça ne va pas fort du tout. Et maintenant, Claude prend les médicaments. Bientôt, le prêtre qui a marié Marie et Colomban et baptisé Émile sera retrouvé mort dans son appartement. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Contre toute attente, les grands-parents, l'oncle et la tante d'Émile Soleil sont relâchés sans poursuite, après plusieurs heures d'audition. Alors, qu'ont-ils dit ? Selon le procureur, ils ont répondu à toutes les questions. Et selon l'avocate de Philippe Vedovini, le patriarche a fait part de données précises et tenté de contribuer à l'enquête. À l'heure où nous enregistrons cette saison, nous ignorons encore toute la vérité sur la mort du petit Émile. Et le responsable échappe toujours à la justice. Bonjour Ronan Folgoas. Bonjour. D'ailleurs, on peut se tutoyer, non ? Ok. Tu es grand reporter au service police-justice du Parisien, Aujourd'hui en France. Oui, c'est bien ça. Je t'avais déjà reçu pour une autre affaire, pour l'affaire Jubilard. Et là, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Émile Soleil, puisque tu es quand même un des journalistes qui connaît peut-être le mieux cette affaire, même si elle reste très énigmatique, tu vas nous le dire. Ronan, la levée des gardes à vue sans poursuite, est-ce que ça signifie que la piste familiale est définitivement abandonnée aujourd'hui ? C'est retour à la case départ, là, depuis que le grand-père a fini sa garde à vue ? Alors, pas tout à fait. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence l'avait d'ailleurs précisé à l'issue des gardes à vue. Ces levées de garde à vue ne signifiaient pas pour autant que la piste intrafamiliale était abandonnée, que les 4 personnes étaient définitivement mises hors de cause. Le procureur est beaucoup trop prudent et a beaucoup trop d'expérience pour savoir que la levée d'une garde à vue ne signifie pas qu'il n'y a plus aucune charge, plus aucun soupçon sur les personnes concernées. Parfois oui, là il semblerait que ce ne soit pas le cas. En fait, quand tu dis les grands-parents ne sont pas totalement mis hors de cause, c'est-à-dire qu'il y a des poursuites ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... En fait, les enquêteurs et les magistrats instructeurs ont estimé qu'il n'y avait pas, à l'issue des gardes à vue, suffisamment d'indices graves et concordants qui pourraient justifier une mise en examen. Mise en examen pour meurtre, puisque un réquisitoire supplétif avait été pris par le procureur avant les gardes à vue, parce que l'hypothèse criminelle s'était renforcée et avait été étayée par des expertises scientifiques qu'on a pu comprendre à l'issue précisément de ces gardes à vue. Mais il n'y avait donc pas assez d'éléments pour justifier une mise en examen pour meurtre, s'agissant, pourquoi pas, du grand-père, de la grand-mère ou de l'un de leurs enfants qui étaient eux-mêmes placés en garde à vue. Donc, les aînés. Les aînés, les majeurs qui étaient présents au Vernay ce 8 juillet 2023.
Alors, avec ces gardes à vue, les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont tenté de valider un scénario, si je comprends bien, sans avoir de preuves concrètes, en fait, contre les personnes placées en garde à vue. C'est pas un pari un peu risqué quand on fait ça, ou on a suffisamment de billes pour y aller ou... Je pense que les enquêteurs étaient arrivés à un stade de leurs investigations où la garde à vue était devenue une mesure inévitable, incontournable, pour essayer d'accéder à la vérité. Ils estimaient que l'une ou l'autre de ces personnes détenait au moins une partie de la vérité, du scénario criminel, que pourquoi pas il y avait une espèce d'omerta aussi qui pouvait éventuellement régner entre eux, et que la meilleure façon de briser, de fissurer cette omerta, c'était précisément de placer simultanément ces 4 personnes en garde à vue. C'était pas forcément, et pas seulement à Paris, c'était, je pense, c'est la lecture en tout cas que j'en fais, une nécessité pour eux. C'est-à-dire que c'était la seule manière peut-être de forcer le verrou. Bon, ils ont tenté, et le verrou a résisté. Alors peut-être parce que, précisément, il n'y avait pas de mystère et de secret aussi entre eux. C'est une possibilité qui existe, évidemment, à l'issue de ces gardes à vue. Ou pas. Et dans notre récit, on a évoqué ce profil du grand-père qui n'a pas parlé, on l'aura compris par rapport à ce que tu viens de nous raconter. Ce profil du grand-père, il questionne quand même les enquêteurs. Alors attention, on va prendre plein de pincettes puisque l'affaire est toujours en cours. Mais quelques mots quand même sur le profil de ce grand-père. Tu l'as rencontré toi, Ronan, le grand-père, ou de loin ou... Non, je l'ai aperçu. Je n'ai pas pu rentrer en contact avec lui. Il était trop fuyant pour cela, et puis à un moment on peut pas non plus forcer les gens à parler. Notre métier consiste à aller au contact. C'est quoi l'histoire de ce grand-père ? Alors son histoire personnelle, disons que ce que l'on sait en tout cas, c'est il se destinait à une carrière ecclésiastique. Il voulait rentrer dans les ordres quand il avait peut-être une vingtaine d'années, et ce projet n'a pas abouti. Pour des raisons que j'ignore. En tout cas, ça a été un échec, vécu comme un échec à l'époque pour lui, semble-t-il. Il s'est reconverti, si j'ose dire, à Riaumont, l'abbaye de Riaumont dans le Pas-de-Calais, où il officiait comme surveillant dans cette école bien tenue par des ecclésiastiques, une école très rigoriste où une discipline de fer régnait, et même un peu plus. Un le Bétarame du Pas-de-Calais, comme on dit aujourd'hui. Il y a un peu de ça, oui. Et si bien que Philippe a été finalement placé sous le statut de témoin assisté dans l'un des volets de l'affaire de Riaumont, puisque on parle là de violences physiques, corporelles, et aussi des violences sexuelles commises sur des mineurs. Lui n'a eu que le statut, entre guillemets, de témoin assisté, mais il était impliqué, il était réputé pour être très, très violent à l'égard des enfants, et cette violence ne l'aurait pas complètement quitté au fil des années, puisque ce qui ressort aussi de l'enquête, pour le coup du meurtre désormais du petit Émile, eh bien c'est qu'il y a un climat violent qui règne à l'intérieur de la famille de Philippe, et des violences ont pu être commises régulièrement sur ses enfants. Des violences, on parle là de coups de poing, de coups de pied, une violence assez exacerbée, et qui transparaît dans des écoutes que les enquêteurs ont pu recueillir au fil des derniers mois. Ah oui. Et ça, tu l'avais écrit dans tes papiers ? Oui, on l'a écrit, et ça, on en a pris connaissance nous-mêmes dans le temps de la garde à vue. Mmh. C'est des éléments qui n'étaient pas ressortis de manière aussi évidente. Donc un personnage qui peut être violent par moments, très affectueux à d'autres. C'est un patriarche extrêmement respecté. C'est vrai qu'il fait régner l'ordre dans sa famille. C'est évident. Mais après, avec quels moyens, c'est là que ça devient peut-être plus discutable. Par ailleurs, il pratique le judo. Il a fait aussi, c'est une passion sportive qu'il a réussi à transmettre à plusieurs de ses enfants qui eux-mêmes pratiquent le judo. Et puis surtout, c'est un passionné de cantique. Il chante même très bien. Et il a fait, justement, il a transmis cette passion aussi à ses enfants. Et si bien que les Vedovini sont réputés dans la région d'Aix-en-Provence pour être d'excellents chanteurs. Ah oui, ils viennent dans les messes chanter en latin, c'est ça ? Oui, en tout cas, quand ils chantent dans la paroisse d'Aix-en-Provence, les pénitents gris, où ils ont leurs habitudes, une chapelle traditionnaliste d'Aix-en-Provence, ils font forte impression. Ah oui. Ah oui. Oui, certains diraient même qu'ils
qui pourrait quasiment produire des enregistrements. Hein. Ce sont d'excellents chanteurs, vraiment. D'accord. Et alors, il y a une personne qui est troublante, il y a un fait troublant dans cette affaire. La sœur du prêtre Gillot dit qu'elle en veut à la famille d'Émile parce que Philippe Vedovini, selon elle, aurait une part de responsabilité dans le suicide de son frère. Il a quand même fait virer cet homme qui était prêtre de la paroisse. T'en penses quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on dit autour de ça ? L'influence, il a réussi, Vedovini, à faire virer le prêtre de la paroisse. Oui, alors peut-être que la réalité est un petit peu plus nuancée, mais c'est vrai que dans le contexte de la disparition d'Émile et des soupçons qui pesaient déjà sur lui assez rapidement, eh bien, il se sentait peut-être menacé, il scrutait un peu son entourage en essayant de comprendre qui était avec lui et qui était contre lui. Et le père Gillot avait peut-être eu le tort à ses yeux de porter quelques soupçons et de les exprimer aussi, notamment auprès de certains médias. Et ça a été vécu comme une blessure très forte, semble-t-il, de ce que je peux en comprendre, par Philippe Vedovini. Et du coup, il y a une réaction très forte de sa part. Il a exigé que cet homme soit mis à l'écart de sa fonction ecclésiastique. Et le fait c'est qu'il a quand même le bras suffisamment long pour être entendu auprès de l'évêque d'Aix-en-Provence, qui lui-même aurait pris cette décision. Ouais. Alors peut-être qu'il y a des intérêts convergents à ce moment-là qui étaient à l'œuvre et que ça arrangeait peut-être tout le monde que le père Gillot prenne du recul. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, le père Gillot a très très mal vécu ce moment. Et il s'est suicidé. Et il a fini par se suicider, effectivement. Étrange quand même. Il y a aussi une autre chose qui est assez étonnante, cette histoire de jardinière. Qu'est-ce qu'ils ont cherché les gendarmes dans cette jardinière ? Alors je n'ai pas la réponse exacte à cette question. Il semblerait que des traces de sang avaient pu être repérées sur cette jardinière, qu'elle était présente au moment de la disparition d'Émile à proximité de la chapelle du Haut-Vernay. On est donc là à une centaine de mètres à peu près de la maison des Vedovini. Et peut-être que oui, cette jardinière aurait pu receler un indice susceptible d'éclairer la disparition d'Émile. Mais on n'en sait pas plus en fait pour l'instant. Là pour le moment non, en tout cas pas à ma connaissance. Ouais. Et il y a quand même une chose moi qui me trouble, quand on a une tribu comme ça, une bande d'enfants, un petit de 2 ans et demi, cette idée au départ qu'on a pu dire qu'il est parti à la petite maisonnette, qu'il serait sorti de la maison à 2 ans et demi, partir tout seul, c'est quand même bizarre, non ? Oui, mais là encore, c'est très facile de refaire le film. Oui, je sais, c'est toujours ce qu'on se dit, mais quand même, en prenant un peu de hauteur par rapport à cette version-là. Ouais, mais justement, quand il y a un grand nombre d'adultes autour d'un enfant, on en a fait tous expérience, la responsabilité se dilue, et donc on ne sait plus très bien qui doit surveiller l'enfant. Et moi, ça ne m'étonne pas plus que ça qu'un enfant ait pu éventuellement échapper à la vigilance d'une dizaine de personnes, dont 4 adultes et peut-être 5 mineurs. C'est tout à fait possible, et puis c'est un lieu tellement harmonieux, tellement on se sent tellement en sécurité au Haut-Vernay. Ah ouais. Oui, parce que c'est un lieu isolé, des axes de circulation, les rares voitures circulent à faible allure, et puis on est tout de suite comme ça en pleine nature. Donc oui, qu'un enfant ait pu éventuellement échapper sur quelques dizaines de mètres à des adultes, c'est possible. Enfin, on l'aurait quand même manifestement retrouvé après, malgré tout. Bien sûr. Renan, est-ce qu'aujourd'hui, là, au moment où on se parle, la piste de l'accident est définitivement close ? Il semblerait que oui, l'accident, si on parle d'un accident si on parle d'un accident survenu sans l'intervention d'une tierce personne, à quelque moment que ce soit, oui, là, cette hypothèse-là, elle semble bien close, parce qu'il y a la certitude désormais que le corps du petit Émile a été transporté. Et crâne fracassé. Et qu'il porte une lésion, en tout cas compatible avec un coup d'origine humaine. Voilà. Il faut être prudent avec ça, puisque dans quelle mesure cette lésion a pu elle-même aussi être la conséquence soit d'un coup porté par un humain
ou par un animal, ou par éventuellement, pourquoi pas, un véhicule qui aurait entrechoqué. Oui, mais tu dis toi-même que c'est très calme quand même, qu'il y a les voitures Bien roulent sûr. très doucement. Et tout à fait. C'est pas forcément la piste la plus évidente, celle-ci. Bien sûr. Même si elle avait été évoquée au départ. Il y a un autre petit garçon, en mai 1989, qui s'appelle Yanis. Il avait 3 ans. Et il avait un peu disparu dans des circonstances similaires à celles d'Émile. Un lien était envisagé par les gendarmes ? Il y avait un lien géographique, je crois, parce qu'il y a une trentaine de kilomètres séparent les 2 lieux de disparition, mais impossible de tisser une quelconque relation entre ces 2 affaires. Les gendarmes ont pris connaissance de ces antécédents, mais absolument aucun lien pour n'est l'instant, possible. pas de lien. En tout cas, pas de lien établi. La piste d'un inconnu, écarté, privilégié, D'un inconnu de passage comme ça au Vernet qui aurait par opportunité... ça paraît un peu fou. Ça peut exister. De toute façon, il faut quand même regarder, revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que si on part de l'hypothèse que les proches du petit Émile ne sont pas impliqués dans sa disparition et dans son meurtre, il faut bien qu'un voisin soit impliqué, un voisin du Haut-Vernay, ou alors, effectivement, une personne de passage. Mais là, il aurait fallu que cette personne de passage revienne ensuite sur les lieux pour transporter le corps et le remettre en situation. Oui, donc compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas une hypothèse totalement écartée. Okay. C'est un dossier très sensible qui est manifestement difficile pour obtenir des informations. Quand on est journaliste judiciaire, police-justice, comment on travaille sur ce type d'enquête ? Il y a plusieurs manières de procéder. La première consiste, et elle est indispensable, à se rendre sur place pour comprendre les lieux, comprendre de quoi on parle, comprendre la configuration un peu de cet espace montagneux. Là, on est à 1200-1300 mètres d'altitude avec du dénivelé. Comprendre comment se situe le lieu de la découverte du corps et du crâne, en l'occurrence. Tu as rencontré Sadia, non ? Sadia qui a retrouvé le corps, le petit crâne. Ouais. Alors moi, je ne l'ai jamais rencontré. Okay. En revanche, je suis allé sur le lieu de la découverte et ça m'intéressait de comprendre comment éventuellement ce corps aurait pu être transporté depuis le Haut-Vernay jusqu'à ce lieu. Quels étaient les chemins possibles ? Et tu en as conclu quoi éventuellement ? Qu'il y avait un chemin très discret qui permet de rejoindre le Haut-Vernay en étant vraiment à l'abri des grands chemins, enfin du chemin de randonnée principal. Donc il y a plusieurs accès possibles. Et puis plus globalement, le recueil de témoignages est indispensable dans ce genre d'affaires, parce que chaque voisin peut détenir une petite partie de ce puzzle criminel. Et puis, il y a quand même une difficulté majeure, parce que, justement, dans ce hameau du Haut-Vernay, ça ressemble à une forteresse assiégée par les médias, par les enquêteurs, et les gens qui vivent à l'intérieur de ce hameau se sentent presque persécutés. Alors, même s'ils ne sont pas tous solidaires, et loin de là, de la famille Vedovini. Ah, loin de là, t'as dit. Loin de là, bien sûr, parce qu'il y a des caractères dissonants qui existaient, même et des antécédents, des petits contentieux de voisinage qui existaient avant cette affaire et qui ont éclaté ensuite après la disparition de petit Émile. Mais bien sûr que cette famille ne laissait personne indifférent. Elle avait un comportement assez clanique, assez particulier aussi, où il se sentait, il y avait un léger sentiment de supériorité. C'est en tout cas comme ça qui sont présentés là aujourd'hui. Sentiment de supériorité parce que oui, ils avaient aussi lié peut-être à leur mode de fonctionnement et à la pratique religieuse qui était la leur. Ils s'estimaient peut-être un peu différents, des êtres un peu plus spirituels peut-être que la moyenne de leurs voisins. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, assez particulier. Et ce qui n'empêche pas qu'ils avaient aussi d'excellentes relations avec certaines personnes. Donc tout ça n'est pas homogène comme milieu. Mais disons que le Haut-Vernay, c'est un hameau, une forteresse, et que les journalistes ne sont clairement pas les bienvenus. Pour terminer, il y a un truc qui est très important à comprendre. Là, c'est des gendarmes qui mènent l'enquête. Ils ne travaillent pas du tout comme les policiers. Et ils sont plus discrets, j'ai l'impression. Et ils mettent du temps. Et en fait, ils essayent de fermer toutes les portes, ils prennent leur temps, et tout d'un coup, bam, garde à vue. Les policiers, ils auraient peut-être tout de suite mis les parents et les grands-parents en garde à vue. C'est difficile de communiquer quand on est journaliste, reporter, police-justice avec les gendarmes. Comment tu fais, toi ? Ça dépend vraiment des affaires. Là, pour cette affaire-là en particulier, oui, il y a une espèce de chape de plomb là sur cette enquête, et on peut le comprendre.
elle est extrêmement difficile. On va bientôt arriver aux 2 ans, au 2e anniversaire en tout cas de la disparition d'Émile, et il n'y a pas de vérité établie encore, donc c'est dire à quel point les choses sont difficiles, et les gendarmes sont capables de verrouiller une enquête, de ne communiquer aucun élément, y compris aux parties civiles, puisque les informations pourraient aussi circuler comme ça. Les parties civiles qui sont en l'occurrence les parents d'Émile et aussi les grands-parents. Compliqué là. C'est une situation complexe, puisque les parties civiles sont elles-mêmes de potentiels suspects. Donc c'est déjà arrivé dans l'affaire Jubilard notamment. Cédric Jubilard était partie civile. Il avait été auditionné même comme tel avant finalement d'être interpellé quelques semaines plus tard. Aussi. Et oui, bien sûr que ça arrive. Donc la justice ne peut pas communiquer tout à fait de manière transparente dans ce cas-là. Très compliqué. Merci beaucoup Ronan Folgoas d'être venu nous voir pour Homicide. Je rappelle que tu es journaliste, grand reporter, police-justice pour Le Parisien aujourd'hui en France. Merci Ronan. Merci Caroline. C'est ainsi que se termine cette saison consacrée à Émile Soleil. Vous l'avez bien compris, on ne sait toujours pas qui l'a tué, ce qui s'est passé, l'enquête est toujours en cours. Je vous laisse m'envoyer vos messages et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également me mettre des petits messages sur mon Instagram, je lis tous vos messages. Merci